Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur certains éléments du jeu d'Elden Ring qui à mon sens sont très importants à comprendre avant de commencer l'aventure. Ici, on va surtout expliquer et détailler les statistiques, lesquelles sont importantes et en quoi elles vont influer sur votre personnage et votre gameplay. On va également passer en revue les différentes altérations d'état et les classes du jeu en situant leurs points forts et leurs points faibles. D'autres vidéos tuto vont arriver sur Elden Ring dès le jour de sa sortie avec le classique comment bien débuter dans le jeu et d'autres pour vous aider à trouver des boss, des armes, des spells et autres zones secrètes du jeu. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Beaucoup de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas la formule de From Software vont débarquer dans cette nouvelle licence et contrairement à une grande majorité des jeux, Elden Ring ne va pas vous tenir par la main. C'est très souvent à vous d'être curieux, de fouiller et de vous intéresser pour comprendre toutes les subtilités du titre. Et l'une des premières choses primordiales à comprendre pour bien démarrer, ce sont les statistiques de votre personnage que vous allez pouvoir monter et améliorer à votre guise. Ce n'est pas parce que des classes existent dans le jeu que vous êtes cantonné à suivre l'orientation de cette classe. Vous pouvez par exemple très bien débuter avec un personnage avec une aisance naturelle pour le corps à corps, puis en faire plus tard un spécialiste de la magie. Les classes définissent vraiment une base de statistiques, mais ne vous empêchera jamais de vous développer comme vous le souhaitez. Imaginons par exemple que je démarre avec un guerrier qui possède de base 14 en vigueur et 5 en magie. Rien ne m'empêche plus tard d'investir 50 points dans la magie si j'ai envie d'en faire un mage. C'est vraiment un exemple grossier, mais c'est pour être sûr que vous avez compris le principe. Et on va commencer avec la première statistique de cette liste, à savoir la vigueur. Alors, la vigueur, elle, va représenter votre pool de PV max que vous pouvez apercevoir sous forme d'une barre rouge en haut à gauche de votre écran. Donc, plus vous en avez, plus vous avez de points de vie et donc plus vous pourrez encaisser de coups. C'est une stat qui sera toujours utile, peu importe l'orientation que vous allez donner à votre personnage. De plus, elle accordera un bonus de résistance au feu et au poison. Ce sont deux éléments qui risquent d'être très présents dans le jeu, sans oublier que des zones recouvertes de nuages empoisonnés seront de la partie, comme dans tout bon jeu From Software. Et donc ça reste une stat principale à ne pas négliger, qui vous sera toujours utile. Et n'oubliez pas que vous pourrez régénérer votre barre de PV à l'aide de certains sorts ou potions. Ensuite, deuxième statistique, vous avez tout simplement l'esprit qui représente les points de magie, donc les PC, donc à savoir les points de concentration, ou la mana si vous préférez, que votre personnage dispose et sera représenté par une barre bleue. Plus vous en avez, plus vous pourrez lancer de sortilèges, d'invocations et autres techniques d'armes qui nécessitent un certain nombre de points de concentration pour être lancés. Si vous n'en avez pas assez, vous ne pourrez pas faire usage de votre sort. Une stat qui ira naturellement à tout personnage qui veut s'orienter dans la maîtrise des sortilèges, mais également d'autres classes pour pouvoir profiter de certains enchantements et autres capacités pour vous aider au combat. Donc si vous voulez partir sur un mage pur, c'est bien évidemment excellent d'avoir beaucoup d'esprit, mais pour un spécialiste du corps à corps, ça peut également être intéressant d'en avoir un minimum pour par exemple enflammer une arme ou utiliser une technique d'arme par exemple, et à l'instar de votre vigueur, vous pourrez la régénérer avec des potions et cette statistique améliore également votre résistance contre la focalisation. La troisième stat qui sera l'endurance, elle est très intéressante car elle vous permet de tout faire, en plus d'augmenter votre défense globale, appelée ici la ténacité physique, la charge maximale de vos objets équipés, car il y a une notion de poids dans le jeu que nous détaillerons plus tard dans la vidéo, en plus de la vidéo sur comment bien débuter le jeu, et également votre robustesse qu'on verra tout à l'heure, sans oublier qu'elle sera affichée toujours en haut à gauche de votre écran sous forme d'une barre verte. Esquiver, attaquer, bloquer au bouclier, sprinter et lancer des sorts nécessite de l'endurance. C'est simple, sans endurance, votre personnage ne peut plus rien faire sauf des actions basiques comme se déplacer normalement, donc c'est à mon sens une des stats les plus importantes du jeu, peu importe votre orientation, que ce soit mage ou guerrier. Être à court d'endurance dans ce jeu signifie être hyper vulnérable et le jeu va vous pousser à maîtriser votre endurance, donc plus vous en avez, plus vous pourrez être offensif ou vous sortir d'une situation compliquée, sinon vous devrez patienter pour que votre personnage retrouve son endurance. Ça remonte plutôt vite de base, vous avez juste à attendre un petit moment, mais c'est jamais une situation confortable de ne rien pouvoir faire face à un boss. On passe à la force maintenant qui, elle, va vous servir principalement à pouvoir équiper des armes lourdes qui vont vous demander un certain niveau en force pour pouvoir être équipé.
Si par exemple il y a une Claymore que j'ai récupérée et qui me demande d'avoir 25 en force et que j'ai uniquement 20 points dans cette statistique, vous ne pourrez pas vous en équiper. Enfin, en théorie, il y a une petite astuce qu'on verra dans une prochaine vidéo, mais sinon, attention, si vous avez joué à la bêta, cette stat n'affecte plus votre charge de votre équipement. Donc voilà, vous êtes prévenus, et la force va bien évidemment améliorer vos dégâts des armes qui seront basés sur la force, mais encore une fois, et désolé de me répéter, mais on reviendra sur ce sujet bien précis dans une autre vidéo. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez jouer un pur guerrier capable de manier les armes les plus lourdes et faire de gros dégâts, cette statistique est faite pour vous. La dextérité quant à elle va plutôt convenir aux joueurs qui souhaitent manier des armes de style dague, katana, certaines lances, des arcs, des arbalètes, etc. Elle sert également à balancer des sorts plus rapidement, de réduire les dégâts de chute et réduit vos chances de vous désarçonner de votre monture. Généralement, les armes qui se basent sur la dextérité offrent un gameplay bien plus vif et rapide que les autres armes du jeu, sans oublier que pouvoir utiliser un arc ou autre arme à distance peut être un vrai atout dans certains combats. Donc si vous aimez avoir un personnage agile, cette statistique est faite pour vous, et même si vous jouez un mage, ne négligez surtout pas la dextérité qui peut littéralement vous faire gagner du temps précieux pour que certaines incantations deviennent bien plus rapides. La statistique suivante, l'intelligence, elle, va principalement servir à augmenter la puissance de vos sorts, votre résistance à la magie, et elle est nécessaire pour pouvoir utiliser certains sorts. Comme pour les armes, si vous n'avez pas le niveau d'intelligence requis pour utiliser un sort, vous ne pourrez pas le lancer. Attention, avec les sortilèges et la sorcellerie, il y a des incantations basées sur l'intelligence et d'autres basées sur la foi. Et justement, la foi, elle, va vous servir pour faire usage d'invocations et autres incantations basées sur la foi, en plus d'améliorer la puissance de ces sorts. C'est un peu un autre style de magie pour faire simple, et elle est très intéressante pour pouvoir utiliser des incantations de soins ou autres techniques très intéressantes. Ne pensez pas que les sorts d'intelligence vont être plus offensifs que ceux basés sur le foi. Certaines incantations qui nécessitent de la foi peuvent être vraiment redoutables. On va passer maintenant sur l'arcane ou l'ésotérisme. Cet attribut va remplacer la statistique chance des anciens jeux et vous permet de trouver plus facilement des objets non garantis sur certains monstres, avoir plus de runes et sera utilisé pour certains sorts et incantations de type draconique et va également affecter votre résistance à la malmort. Et justement, la malmort, charge maximale ou équipée, la focalisation, on va tout détailler pour que vous soyez à l'aise avec ces termes. Et on va commencer par l'immunité qui, elle, va améliorer votre défense contre le poison et la maladie. Ces deux altérations qui vont vous faire des dégâts sur la durée, et la maladie en fait encore plus que le poison. Donc plus vous aurez une grande immunité, plus il sera difficile pour vos ennemis de vous infliger poison ou maladie. Votre niveau de robustesse, quant à lui, va vous empêcher de subir l'état hémorragie qui fait d'énormes dégâts sur la durée et également augmenter votre résistance à l'engelure qui, elle, va vous faire des dégâts en plus de réduire votre défense globale et votre endurance. Pareil pour la focalisation, plus votre niveau sera élevé, plus vous pourrez résister facilement au sommeil qui vous empêche de faire toute action et donc vous expose à un coup critique. Donc c'est vraiment dangereux d'être en mode sommeil, sans oublier qu'elle va vous protéger de la folie qui, elle, va réduire vos points de vie et vos points de mana ou de concentration si vous préférez. La résistance à la malmort, c'est tout simplement une résistance qui va vous permettre d'échapper à l'état de mort sur une altération qui va automatiquement tuer votre personnage. Autre stat qu'il faudra absolument surveiller et qui est très important, c'est la charge équipée, car elle va influer directement sur votre gameplay. Elle se distingue en 3 catégories, à savoir charge légère, moyenne et lourde, et ça sera votre équipement porté qui va définir votre charge de poids. Chaque équipement pèse un certain poids et vous vous doutez bien qu'un chevalier à armure lourde ne sera pas aussi agile qu'un guerrier vêtu de cuir par exemple. Et bien ici, c'est retranscrit sur votre roulade. Si vous êtes en charge lourde par exemple, votre roulade, donc votre esquive, sera très lente, voire ridicule et ne vous protégera quasiment pas, contrairement à un personnage à charge légère qui lui ira bien plus loin dans sa roulade, aura une meilleure frame d'invulnérabilité, en plus de faire une esquive bien plus fluide et rapide. Pour avoir une charge légère, vous devez être à moins de 30% de votre charge maximum. Pour une charge moyenne, vous devez être entre 30 et 70%. Et c'est généralement ici que va se situer la majorité de la charge des joueurs. Tandis que vous serez considéré en charge lourde au-dessus de 70% de votre charge maximale. Mais encore une fois, ce n'est pas universel. Si vous souhaitez jouer un guerrier avec un gros marteau et une armure lourde, vous pourrez juste
préférez vous protéger avec un bouclier plutôt que de faire une esquive. Pour la découverte, donc la stat liée à l'arcane ou l'ésotérisme, elle va vous permettre de récolter des objets rares sur certains monstres classiques du jeu, autres que les boss. Donc vous pourrez par exemple trouver une arme ou une armure sur un chevalier qui traîne, un chevalier lambda dans la nature, voir si vous avez beaucoup de chance, pourquoi pas vous permettre également de trouver certaines ressources très importantes pour le craft. Avant de passer en revue les différentes classes, vous avez également les emplacements de mémoire qui étaient de base sur 3 pour chaque classe pendant la démo, et cette statistique définit le nombre de sorts que vous pouvez vous équiper. Et un autre point très important, c'est que vous avez une notion de cap dans vos statistiques. C'est-à-dire que par exemple, vous allez passer, je sais pas, votre esprit de 10 à 11, et en faisant ceci, vous allez gagner 10 points de concentration. Mais si plus tard, vous allez passer votre esprit de 25 à 26, vous allez peut-être gagner seulement 8 points de concentration. Donc à un certain moment, l'évolution de votre personnage dans une statistique sera dégressive et moins intéressante, voire même à un certain niveau vraiment très élevé, améliorer une stat ne sera plus du tout intéressant car trop peu rentable. Donc si vous comptez mettre tous vos points dans l'attribut vigueur pour ne jamais mourir, ce sera pas possible car le jeu va drastiquement nerfer votre gain de points de vie à partir d'un certain niveau de vigueur. De plus, il existe un élément du jeu qui ne sera pas disponible de suite, mais qui va vous permettre de réinitialiser vos statistiques pour les remanier à votre guise. Donc soyez rassurés, par la suite, vous pourrez tester différents gameplays pour créer et optimiser votre build. Chose également importante à savoir au niveau des classes de base, c'est que plus le niveau d'une classe de base est élevé, plus c'est un défaut, car faire progresser et investir des points dans un personnage qui sera de plus haut niveau demandera bien évidemment plus d'âmes. Donc les âmes, et je crois que ça s'appelle les runes dans Elden Ring, c'est une monnaie qui fait office d'XP pour améliorer votre avatar. C'est pour ça que parfois je citerai en point faible un niveau élevé et en point fort un niveau de base assez faible. N'hésitez pas à me dire sur quelle classe vous allez partir pour débuter le jeu, et nous on va donc commencer les présentations avec le vagabond qui démarre avec une armure lourde, une épée, une hallebarde et un écu, donc le meilleur bouclier du jeu pour le début avec des stats très sympas de 15 en vigueur, 13 en dextérité, 10 en esprit, 9 en intelligence, 11 en endurance, 9 en foi, 14 en force et 7 en arcane. Une classe parfaite pour les débutants qui est clairement orientée pour le combat physique et qui vous demandera d'utiliser votre bouclier pour vous défendre plutôt que la roulade au vu de son équipement lourd qui est la meilleure armure de base du jeu entre toutes les classes. La deuxième classe sera le héros, barbare brutal avec une force de base la plus élevée de toutes les classes qui s'élève à 16. Une vigueur de 14, son esprit et la dextérité sera de 9 avec une endurance portée à 12. Côté foi, il sera à 9 points avec 7 en intelligence et 11 en arcane. Clairement fait pour ceux qui souhaitent optimiser leur personnage sur un build orienté force et commencera l'aventure avec une hache qui est une très bonne arme et un bouclier en cuir. Par contre, il a beaucoup trop de bases d'arcane et ne dispose d'aucun sort. On part maintenant sur le bandit qui lui va débuter avec 10 en vigueur et en endurance, 13 en dextérité, 11 en esprit, 9 en intelligence et en force, 8 en foi et 14 en arcane. Avec la plus grosse stat de base en arcane, c'est pas une classe que je vous recommande sauf si le craft vous intéresse. A noter qu'elle débutera normalement au niveau 5, ce qui selon moi est son réel point fort, mais aucune info si ce niveau changera à la sortie du jeu, et il sera bien évidemment équipé d'un arc qui sera plus qu'utile, une dague et un petit bouclier. Le guerrier, une des classes que j'ai personnellement testée et que j'ai adoré, elle dispose de la meilleure stat de base au niveau de la dextérité qui sera de 16 avec 11 en vigueur et en endurance, un joli petit 12 en esprit, 10 en force et en intelligence et 9 points en arcane avec 8 en foi. Une classe très fragile qui pourra dès le début du jeu utiliser 2 cimetières, donc une arme dans chaque main, sans oublier son petit bouclier, mais faites vraiment attention, c'est une classe très fragile, avec une armure qui vous protégera pas des attaques les plus dangereuses, et je vous recommande de jouer plutôt sur l'esquive avec ce personnage. C'est également une des classes les plus équilibrées du jeu au niveau des stats, donc c'est très bien si vous ne savez pas comment spécialiser votre personnage au début, car vous pouvez partir un petit peu, surtout par la suite. Donc c'est un bon choix pour partir sur un build également dextérité, voire un build hybride entre dextérité et intelligence, même si cette classe n'est pas évidente à jouer, je le rappelle, et ne dispose d'aucun sort de base.
L'astrologue quant à lui sera une excellente classe si vous souhaitez partir sur un mage pur avec son intelligence la plus élevée comparée aux autres classes avec 16 points dans cet attribut, sans oublier un joli 15 en esprit. Niveau vigueur et endurance vous allez commencer à 9 points, tout comme votre statistique d'arcane. Vous allez avoir 12 en dextérité, 9 en endurance et 7 en foi. Avec ce personnage, je vous recommande au début d'augmenter vraiment votre vigueur qui est un réel point faible au début de votre aventure et ça tombe bien, il devrait commencer avec un niveau plutôt bas donc facile à level up en début de partie. De plus, même si vous commencez le jeu avec un bâton, une épée et un bouclier, le corps à corps n'est vraiment pas un point fort pour cette classe. Donc vous allez être très dépendant de vos sorts et donc de votre point en concentration pour faire des dégâts. Et ça va également orienter votre gameplay de façon à avoir le plus de potions pour régénérer votre concentration au détriment de potions de soins. La magie est généralement très forte dans ce type de jeu, mais c'est pas une classe que je recommande aux débutants, mais si la magie vous attire, laissez-vous tenter par cette classe. Par contre, il va briller dans les combats à distance avec son sortilège de base, et n'hésitez pas à terminer les ennemis les plus faibles au corps à corps pour économiser un petit peu de mana dont il est très dépendant. On continue avec le prisonnier qui est assez complet avec 11 en vigueur, en force et en endurance, un joli 14 en dextérité et en intelligence accompagné d'un joli 12 en esprit, mais seulement 9 en arcane et 6 en foi. Un personnage très intéressant si vous souhaitez faire un assassin doté de capacités magiques, il est très fragile au départ. Et il va commencer avec un sortilège à distance, une rapière et un petit bouclier. Un personnage très bien adapté pour un build dextérité intelligence, même si encore une fois il reste très fragile au début du jeu. Le prophète, c'est un petit peu comme l'astrologue, mais côté foi. En effet, il dispose d'un joli 16 dans cette statistique, donc la meilleure de toutes les classes confondues, avec 10 en vigueur, en dextérité et en arcane, 14 en esprit, 8 en endurance, 11 en force et 7 en intelligence. Une très bonne classe pour un build foi et force. Ce personnage va commencer l'aventure avec une lance, un bouclier et normalement un sort de soin qui sera très utile que ce soit en solo ou en coop. Je vous avais dit que la magie était très forte dans ce type de jeu, et bah la foi c'est pareil. Certains sorts sont très puissants et vont vous demander d'investir de la foi dans votre personnage. Et c'est également la meilleure classe si vous souhaitez utiliser les sortilèges basés sur la foi. Par contre, il est très fragile, donc augmentez votre vigueur tout comme votre endurance, alors que sa stat d'arcane est bien trop élevée, je trouve. Une classe que je ne recommande donc pas pour les débutants. Le samouraï ensuite est potentiellement la meilleure classe du jeu avec 15 en dextérité, 12 en vigueur et en force, 11 en esprit, 13 en endurance, 9 en intelligence ainsi que 8 en foi et en arcane. C'est une classe très complète qui va débuter avec un Uchigatana, un arc long, donc le meilleur arc de base, et un petit bouclier en bois avec une armure très sympa. Le samouraï a des statistiques très équilibrées, donc plutôt agréable pour débuter, surtout avec son arme de bonne qualité. Il fera également une très bonne base pour un build basé sur la dextérité. Par contre, il ne dispose pas de sort de base et devrait commencer avec un niveau assez élevé, mais ça reste une classe que je vous conseille si vous débutez dans ce style de jeu et que vous ne savez pas sur quel build partir. Le confesseur quant à lui est encore une fois une classe équilibrée et peut-être une bonne base pour partir sur n'importe quel build, avec 10 en vigueur, 13 en esprit, 10 en endurance, 12 en force et en dextérité, 14 en foi et 9 en intelligence et en arcane. Vous allez débuter avec une épée large, donc une très bonne arme de mêlée, un bouclier et des sortilèges. Par contre, il reste assez fragile pour un début de partie et devrait commencer avec un niveau assez élevé. Le misérable est une classe assez particulière mais très connue des joueurs car vous allez littéralement commencer à poil avec comme unique équipement un gourdin. Avec des stats de 10 partout, ce personnage est l'un des meilleurs pour partir sur de l'optimisation car il devrait commencer le jeu au niveau 1 et donc vous permettre de partir sur n'importe quel build. Par contre attention, le début du jeu s'avère particulièrement difficile car vous n'avez aucune armure, aucun sort ou bouclier pour vous protéger, donc vous risquez de prendre assez cher. Si vous débutez, ne partez pas sur cette classe, même si les joueurs les plus aguerris partiront bien évidemment sur le misérable pour perfectionner ou tester différents builds. Voilà l'équipe, on a fait le tour de toutes les statistiques, les altérations d'état, les classes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'ai vraiment hâte que le jeu sorte pour découvrir plein de secrets, ce nouveau monde qui s'offre à nous
et vous faire bien évidemment plein de tutos sur le jeu. Donc encore une fois, pensez à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos tutos qui vont arriver très vite sur Elden Ring. Pensez au petit pouce bleu pour nous donner de la force. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.